Abonesvu, Elochain. RVE's Dorer. Et laze unlike Aidas la chain, said Eva Lapper. Voyageur fantôme, chapitre 4. L'histoire commence dans une petite ville côtière appelée Clayton, située dans l'État d'Alderbrook, au nord-ouest des États-Unis. Derek et Lucas, des frères habitués à faire face à l'inexplicable, sont appelés par un vieil ami de la famille, un chasseur à la retraite qui travaille maintenant comme agent de sécurité dans les aéroports. Il leur raconte un incident qui semble être au-delà de sa capacité de compréhension. La première scène se déroule à l'aéroport local, où un vol commercial apparemment routinier devient l'épicentre de quelque chose de sinistre. Le vol 248, qui devait se rendre dans une ville voisine, connaît une tragédie juste après le décollage. Le pilote, un homme expérimenté avec des années de carrière, se comporte étrangement quelques minutes avant la catastrophe. Un témoin affirme avoir vu ses yeux devenir noirs comme la nuit. L'avion s'écrase, tuant presque tous les passagers. La seule survivante, une femme en état de choc profond, murmure au sujet d'un homme qui n'était pas un homme. Derek et Lucas arrivent en ville dans leur classique Impala noir, le son des pneus sur le bitume mouillé se mêlant au vent glacial qui soufflait de l'océan. L'atmosphère est lourde, avec un sentiment de quelque chose de sinistre dans l'air. L'aéroport, encore en deuil et en chaos à cause de l'accident, semble être le lieu parfait pour quelque chose d'inhabituel. Derek, toujours le plus concentré et pratique, cherche immédiatement des informations auprès du vieil ami, tandis que Lucas, plus méthodique, commence à fouiller dans les archives et les reportages sur l'accident. Le suspense commence à se construire alors que Derek et Lucas se rapprochent de la scène. La narration décrit les regards méfiants des employés de l'aéroport, les marques de destruction sur le site de l'accident de l'avion et le comportement étrange des oiseaux qui semblaient éviter la zone. L'atmosphère lourde et la peur subtilement répandue parmi les gens créent une tension croissante. Lucas, en examinant le témoignage de la survivante, remarque que les détails concernant le pilote coïncident avec des schémas de possession démoniaque. Il suggère alors que l'entité derrière l'incident pourrait encore être active, se déplaçant entre les corps des passagers, cherchant à semer le chaos. Derek, réticent à y croire tout de suite, observe qu'il y a beaucoup de pièces manquantes dans ce puzzle. Alors que l'enquête avance, les frères passent une nuit dans un hôtel décadent, où ils ont une brève et troublante confrontation avec un homme mystérieux, qui semble en savoir plus qu'il ne le révèle. Son comportement est inhabituel, et il disparaît avant que les frères puissent poser d'autres questions. Lucas, en particulier, ressent une connexion entre l'homme et ce qui s'est passé lors du vol. L'atmosphère sombre et la méfiance entre les personnages secondaires créent une narration captivante, avec une révélation progressive que l'ennemi qu'ils affrontent est bien plus dangereux et calculateur qu'ils ne le pensaient. Le mystère entourant la chute de l'avion devient de plus en plus dense, sans hâte, entraînant les lecteurs dans une spirale de suspense. Derek et Lucas sont déterminés à découvrir ce qui se passe avant que d'autres vies ne soient perdues. Mais l'ennemi est toujours un pas en avant. Le lendemain matin, Derek et Lucas retournent à l'aéroport pour poursuivre l'enquête. La ville de Clayton commence à ressentir les effets secondaires de l'accident, non seulement par le choc de la tragédie, mais aussi par la présence d'une menace invisible. L'atmosphère de deuil semble se transformer en quelque chose de plus sinistre, et la brume épaisse qui recouvre la côte donne à l'endroit une sensation d'isolement encore plus grande. Dans le terminal, le silence est perturbant. Les couloirs normalement animés sont étrangement vides. Derek rencontre son vieil ami, Mark, le responsable de la sécurité, qui a été témoin du comportement étrange du pilote. Assis dans une salle de surveillance, Mark décrit en détail l'expression troublante qui a envahi le pilote juste avant le décollage. C'était comme s'il n'était plus là. Ses yeux sont devenus noirs. « Je n'ai jamais vu ça », affirme Mark, encore visiblement bouleversé. Lucas, plus silencieux, observe tout avec attention, remarquant de petits détails qui pourraient passer inaperçus. La façon dont Mark parle, comment il évite le contact visuel direct, suggère qu'il cache quelque chose.
Après la réunion, Lucas confronte Derek. Il y a plus dans cette histoire, il sait plus qu'il ne le dit. Derek, toujours le plus pratique, acquiesce, mais reste concentré sur la menace plus grande. Si c'est une possession, nous devons comprendre comment ce démon est entré. Et plus important encore, où il est maintenant. Tous deux savent qu'il s'agit de quelque chose de bien plus dangereux que le simple chaos. Le démon qui a pris le contrôle du pilote pourrait être en embuscade, peut-être déjà dans un autre corps. Alors qu'ils enquêtent sur les débris de l'avion, un détail attire l'attention de Lucas. Des symboles gravés sur la partie intérieure de l'un des sièges, comme si quelqu'un les avait rayés avec des ongles ou un objet improvisé pendant le vol. Il note ce qu'il voit et consulte ses livres plus tard à l'hôtel. La description lui semble familière. Les symboles correspondent à une ancienne marque utilisée dans des rituels d'invocation. Si ce démon a été invoqué à bord, quelqu'un dans cet avion savait ce qu'il faisait. Derek, avec son instinct aiguisé pour le danger, sent qu'ils approchent. Il commence à croiser les noms des passagers avec des dossiers d'activités occultes et, à leur surprise, trouve la connexion. Un homme nommé Gary Huffman, passager du vol, était un praticien connu de rituels démoniaques, et sa présence dans l'avion ne semble pas être une coïncidence. Avec cette révélation, l'histoire prend une nouvelle dimension. Maintenant, en plus de traquer le démon, les frères doivent découvrir le but du rituel. Pourquoi quelqu'un invoquerait-il un démon à bord d'un vol commercial? Lucas, plongé dans des textes anciens sur son ordinateur portable, trouve une réponse troublante. Ce genre d'invocation n'est pas fait pour un sacrifice ordinaire. C'est quelque chose de plus grand. Quelqu'un ou quelque chose est préparé pour quelque chose de cataclysmique. Il hésite avant de continuer. Et si ce démon n'était pas la fin de la ligne, mais seulement le début? Derek, ressentant déjà le poids des découvertes, suggère qu'il retourne à l'aéroport et confronte Mark une fois de plus. Quelque chose dans son comportement est suspect. Et les frères ont le sentiment qu'il sait plus sur Huffman et le rituel qu'il ne l'a admis. En retournant à l'aéroport, cependant, ils trouvent le lieu plus chaotique que jamais. L'histoire commence dans une petite ville côtière appelée Clayton, située dans l'État d'Alderbrook, au nord-ouest des États-Unis. Derek et Lucas, des frères habitués à faire face à l'inexplicable, sont appelés par un vieil ami de la famille, un chasseur à la retraite, qui travaille maintenant comme agent de sécurité dans les aéroports. Il leur rapporte un incident qui semble dépasser sa capacité de compréhension. La première scène se déroule à l'aéroport local, où un vol commercial, apparemment routinier, devient l'épicentre de quelque chose de sinistre. Le vol 248, qui devait se rendre dans une ville voisine, subit une tragédie juste après le décollage. Le pilote, un homme expérimenté avec des années de carrière, se comporte de manière étrange quelques minutes avant le désastre. Un témoin affirme avoir vu ses yeux devenir noirs comme la nuit. L'avion s'écrase, tuant presque tous les passagers. La seule survivante, une femme en état de choc, murmure au sujet d'un homme qui n'était pas un homme. Derek et Lucas arrivent en ville à bord de leur classique Impala noir. Le son des pneus sur l'asphalte mouillé se mêlant au vent mordant qui soufflait de l'océan. L'atmosphère est lourde, avec une sensation de quelque chose de sinistre dans l'air. L'aéroport, encore en deuil et en chaos à cause de l'accident, semble l'endroit parfait pour quelque chose d'inhabituel. Derek, toujours le plus concentré et pratique, cherche immédiatement des informations auprès de leur vieil ami, tandis que Lucas, plus méthodique, commence à fouiller les dossiers et reportages sur l'accident. Le suspense commence à se construire à mesure que Derek et Lucas s'approchent de la scène. La narration détaille les regards méfiants des employés de l'aéroport, les marques de destruction sur le site de l'accident de l'avion et le comportement étrange des oiseaux, qui semblaient éviter la zone. L'atmosphère lourde et la peur subtilement répandue parmi les gens créent une tension croissante. Lucas, en examinant le récit de la survivante, note que les détails concernant le pilote coïncident avec des modèles de possession démoniaque. Il suggère alors que l'entité derrière l'incident pourrait encore être active, se déplaçant parmi les corps des passagers, cherchant à répandre le chaos. Derek, réticent à croire tout de suite, observe qu'il manque de nombreuses pièces dans ce puzzle.
À mesure que l'enquête avance, les frères passent une nuit dans un hôtel délabré où ils ont une brève et troublante confrontation avec un homme mystérieux qui semble en savoir plus qu'il ne le révèle. Son comportement est inhabituel et il disparaît avant que les frères ne puissent poser d'autres questions. Lucas, en particulier, ressent une connexion entre l'homme et ce qui s'est passé sur le vol. L'ambiance sombre et la méfiance entre les personnages secondaires créent une narration captivante, avec une révélation progressive que l'ennemi qu'ils affrontent est bien plus dangereux et calculateur qu'ils ne le pensaient. Le mystère autour de la chute de l'avion devient de plus en plus dense, sans hâte, entraînant les lecteurs dans une spirale de suspense. Derek et Lucas sont déterminés à découvrir ce qui se passe avant que d'autres vies ne soient perdues, mais l'ennemi est toujours un pas devant. Le lendemain matin, Derek et Lucas retournent à l'aéroport pour poursuivre leur enquête. La ville de Clayton commence à ressentir les effets secondaires de l'accident, non seulement par le choc de la tragédie, mais aussi par la présence d'une menace invisible. L'atmosphère de deuil semble se transformer en quelque chose de plus sinistre, et le brouillard épais qui couvre la côte donne à l'endroit une sensation d'isolement encore plus grande. Dans le terminal, le silence est troublant. Les couloirs normalement animés sont étrangement vides. Derek retrouve son vieil ami, Mark, le responsable de la sécurité qui a été témoin du comportement étrange du pilote. Assis dans une salle de surveillance, Mark décrit en détail l'expression troublante qui a envahi le pilote quelques instants avant le décollage. C'était comme s'il n'était plus là. Ses yeux sont devenus noirs. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça », affirme Mark, encore visiblement bouleversé. Lucas, plus silencieux, observe tout avec attention, remarquant de petits détails qui pourraient passer inaperçus. La façon dont Mark parle, comment il évite le contact visuel direct, suggère qu'il cache quelque chose. Après la réunion, Lucas confronte Derek. Il y a plus dans cette histoire, il sait plus qu'il ne le dit. Derek, toujours le plus pratique, acquiesce, mais garde son attention sur la menace plus grande. S'il s'agit de possession, nous devons comprendre comment ce démon est entré. Et plus important encore, où il est maintenant. Tous deux savent qu'il s'agit de quelque chose de bien plus dangereux que du simple chaos. Le démon qui a pris le contrôle du pilote pourrait être à l'affût. Peut-être déjà dans un autre corps. Alors qu'ils enquêtent sur les débris de l'avion, un détail attire l'attention de Lucas. Des symboles gravés à l'intérieur de l'un des sièges, comme si quelqu'un avait rayé cela avec des ongles ou un objet improvisé pendant le vol. Il note ce qu'il voit et consulte ses livres plus tard à l'hôtel. La description lui semble familière. Les symboles correspondent à une ancienne marque utilisée dans des rituels d'invocation. Si ce démon a été invoqué à bord, il y avait quelqu'un dans cet avion qui savait ce qu'il faisait. Derek, avec son instinct aigu pour le danger, sent qu'il se rapproche. Ils commencent à croiser les noms des passagers avec des dossiers d'activités occultes et à leur grande surprise, trouvent la connexion. Un homme nommé Gary Hoffman, passager du vol, était un praticien connu de rituels démoniaques. Et sa présence dans l'avion ne semble pas être une coïncidence. Avec cette révélation, l'histoire prend une nouvelle dimension. Maintenant, en plus de traquer le démon, les frères doivent découvrir le but du rituel. Pourquoi quelqu'un invoquerait-il un démon à bord d'un vol commercial? Lucas, plongé dans des textes anciens sur son ordinateur portable, trouve une réponse troublante. Ce type d'invocation n'est pas fait pour un sacrifice ordinaire. C'est quelque chose de plus grand. Quelqu'un ou quelque chose est préparé pour quelque chose de cataclysmique. Il hésite avant de continuer. Et si ce démon n'était pas la fin de la ligne, mais juste le début? Derek, déjà conscient du poids des découvertes, suggère qu'il retourne à l'aéroport et confronte Mark une fois de plus. Quelque chose dans son comportement ne va pas, et les frères ont le sentiment qu'il sait plus sur Hoffman et le rituel qu'il ne l'a admis. Cependant, en retournant à l'aéroport, ils trouvent l'endroit plus chaotique que jamais. La sécurité a été renforcée, mais quelque chose s'est produit. Mark a disparu, et d'autres employés rapportent qu'il agissait de manière étrange ces dernières heures. Cependant, avant de disparaître, Mark a laissé un message crypté sur son ordinateur. Derek et Lucas, après quelques efforts, parviennent à accéder au message.
C'était un appel à l'aide. Mark savait pour Hoffman et pour le rituel, mais il était menacé de ne rien dire. Lucas fait une dernière connexion. Si le démon a été invoqué et a besoin de plus de sacrifices, l'aéroport serait la prochaine cible. L'entité se nourrissait de la peur et le lieu portait encore une énorme charge émotionnelle après l'accident. La tension monte alors que les frères réalisent qu'ils ne traitent pas seulement avec un démon puissant, mais aussi avec un endroit qui pourrait être transformé en champ de bataille surnaturel. L'histoire se creuse, menant Derek et Lucas à un affrontement inévitable avec quelque chose de bien au-delà de ce qu'ils s'attendaient à affronter. Le suspense grandit à chaque détail révélé, les frères essayant de courir contre la montre, sachant que le prochain mouvement du démon pourrait signifier plus que de simples vies perdues. Cela pourrait signifier l'ouverture d'un portail vers quelque chose de bien pire. Derek et Lucas, maintenant conscients de la gravité de la situation, ne perdent pas de temps. La disparition de Mark laisse une traînée d'incertitude, mais ils savent que le temps est crucial. Lucas, toujours concentré sur les détails, étudie les symboles trouvés dans l'avion et le message laissé par Mark, essayant de déchiffrer quel pourrait être le prochain mouvement du démon. Derek, quant à lui, se prépare pour l'affrontement imminent, organisant ses armes et restant à l'affût de tout signe de danger. L'aéroport, malgré la sécurité renforcée, continue d'avoir une atmosphère lourde. Les gens se déplacent rapidement, avec des regards préoccupés, et le son de voix inquiète résonne dans les couloirs. La tension est palpable. Derek et Lucas se faufilent dans l'arrière-salle de sécurité, espérant trouver des indices sur le comportement de Mark avant sa disparition. C'est alors qu'ils tombent sur une pièce secrète, remplie d'écrits anciens et de symboles occultes. Sur une table, un vieux grimoire attire l'attention de Lucas. En l'ouvrant, il trouve des passages décrivant des rituels qui se déroulent dans des lieux de forte charge émotionnelle, avec des détails alarmants sur le sacrifice de vies innocentes pour ouvrir des portails. Les yeux de Lucas s'élargissent alors qu'il réalise l'ampleur de ce qu'ils affrontent. En prenant note de chaque détail, il découvre un passage qui mentionne un point de convergence, un moment précis où l'énergie du lieu atteint son paroxysme. Si cela était vrai, cela signifie que l'aéroport était un terrain de chasse parfait pour le démon. Derek et Lucas se dirigent alors vers la salle principale de l'aéroport, où une foule se rassemble, sans savoir qu'une calamité les attend. Les signes avant-coureurs se multiplient, et Derek, conscient de la gravité de la situation, essaie de garder son calme tout en mobilisant les personnes autour d'eux pour évacuer l'aéroport. Lucas, avec son esprit analytique, commence à identifier les personnes qui pourraient être en danger. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez suivre les aventures qui vous attendent, n'oubliez pas de suivre notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer des récits engageants et passionnants. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur l'histoire. Votre opinion fait toute la différence pour nous et nous motive à vous raconter encore plus d'histoires effrayantes et mystérieuses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Le moment d'affrontement approche alors que le démon commence à manifester sa présence. Les lumières clignotent et des murmures inquiétants flottent dans l'air, provoquant la panique parmi les passagers. Derek, déterminé à protéger les innocents, prend le commandement. Mais une silhouette apparaît au-dessus de la foule, le regard noir et intense. La confrontation finale entre le bien et le mal se profile à l'horizon. Un combat entre Derek et Lucas, des êtres humains contre une entité qui se nourrit de la peur. Dans une ultime tentative de sauver ceux qui les entourent, ils mettent en œuvre un plan audacieux pour affronter le démon et l'empêcher d'atteindre son objectif. Alors que le portail commence à se former au-dessus de l'aéroport, avec des cris et des hurlements qui résonnent autour d'eux, Derek et Lucas unissent leurs forces dans une bataille pour restaurer la paix et fermer le passage. Leurs cœurs battent à toute vitesse alors qu'ils se dirigent vers l'inconnu, prêts à tout risquer pour sauver leur ville et eux-mêmes. Si ce démon essayait d'ouvrir un portail, il était contrôlé par quelque chose ou quelqu'un de plus puissant, dit Lucas, la voix chargée d'inquiétude. Ce que nous avons vu n'était que le début.
Derek. Quelqu'un a invoqué cela, et ce n'était pas accidentel. Derek hoche simplement la tête, gardant son regard fixé sur la route. Le son du moteur de l'Impala résonne dans la nuit, mais le silence entre les frères est lourd. Ils savent que la lutte est encore loin d'être terminée. À l'hôtel où ils étaient logés, un bâtiment ancien et quelque peu en déclin, les frères se retirent pour analyser tout ce qu'ils ont. Les murs fins laissent le son du vent envahir la chambre, renforçant la sensation d'isolement. Lucas organise les documents, se remémorant chaque détail concernant le vol, le pilote, le rituel, et maintenant le portail. Il prend l'ordinateur portable et commence à faire des recherches supplémentaires, essayant d'identifier des motifs qui pourraient les relier au prochain mouvement du démon ou de quiconque aurait initié cette séquence d'événements. Derek, plus pratique, nettoie ses armes et se prépare à la bataille inévitable qui s'annonce. Nous ne savons pas qui est derrière cela, mais qui que ce soit, il devra passer par nous. Il dit cela avec une détermination sombre, sachant que le danger auquel ils font face va bien au-delà de tout ce qu'ils ont déjà rencontré auparavant. Alors que la nuit avance, Lucas fait une découverte importante. « Regarde ça », dit-il, attirant l'attention de Derek sur l'écran de l'ordinateur portable. Ce passager dont je t'ai parlé, Gary Hoffman, a un historique d'implication avec des cultes apocalyptiques. Il a disparu il y a des années, mais son nom apparaît dans des documents liés à une secte qui croit à l'ouverture de portails entre les dimensions. Tu veux dire que ce type était dans l'avion avec l'intention de ramener quelque chose ici ? Demande Derek, déjà en train de se lever de sa chaise. Oui, mais le pire, c'est qu'il n'était pas seul. Le culte semble être actif à Clayton, et c'est pour cela que tout a commencé ici. Le vol n'était que la première phase de quelque chose de beaucoup plus grand. Lucas ferme l'ordinateur portable avec un claquement. Si nous n'agissons pas vite, ils continueront avec les rituels jusqu'à réussir à ouvrir le portail définitivement. Derek, les yeux fixés sur son frère, prend une décision. Nous devons trouver ces cultistes et en finir une bonne fois pour toutes, avant que d'autres personnes ne meurent. Au lever du jour suivant, les frères se préparent à suivre les pistes qui les mèneront à la source du mal. Utilisant des informations de vieux dossiers et des témoignages, Lucas découvre que les cultistes ont un lieu de rencontre dans un ancien entrepôt industriel abandonné à la périphérie de la ville. C'était un endroit isolé, parfait pour des rituels sombres et des activités qui ne voulaient pas être vues. L'entrepôt est imposant et entouré d'une clôture rouillée, avec le toit effondré par endroits. L'endroit dégage une sensation d'abandon et de danger. Derek et Lucas s'approchent prudemment, armés et prêts au pire. Les fenêtres sades et brisées révèlent peu de l'intérieur, mais le son étouffé de chants résonne à l'intérieur, confirmant leurs soupçons. En entrant dans les lieux, l'odeur d'encens et de bougies brûlées est immédiate. L'ambiance est sombre, avec des symboles dessinés sur le sol et les murs, identiques à ceux que Lucas avait trouvés dans l'avion. Dans un cercle rituel, un groupe de personnes encapuchonnées se réunit autour d'une statue étrange et déformée, une figure démoniaque avec des griffes et des yeux vides. Au centre, une femme en transe récite des mots dans une langue ancienne et profane. Derek et Lucas avancent lentement mais sont vus avant de pouvoir interrompre le rituel. Un des cultistes crie et l'atmosphère paisible de l'endroit se dissout dans le chaos. Derek, toujours le plus rapide au combat, tire en l'air, dispersant les cultistes. Lucas, pour sa part, commence à briser le cercle rituel, utilisant du sel et de l'eau bénite pour interrompre le processus. Mais avant qu'il ne puisse terminer, quelque chose de sinistre se produit. La femme au centre du cercle ouvre les yeux, qui brillent maintenant d'un rouge intense. « Vous ne pouvez pas empêcher l'inévitable », dit-elle d'une voix qui n'est pas la sienne. La statue derrière elle commence à pulser, comme si elle prenait vie. Derek et Lucas se positionnent prêts à combattre. Ils savent qu'ils affrontent quelque chose de bien plus grand que de simples cultistes. L'air de l'entrepôt commence à vibrer avec une force surnaturelle. Les cultistes, même dispersés, continuent à réciter des chants, leurs voix mêlées en un chœur troublant. Lucas réalise rapidement que le rituel était plus avancé qu'il ne le pensait. Derek, si elle termine cela, le portail va s'ouvrir. Derek,
sans hésiter, tire en direction de la statue, essayant de détruire ce que c'était que cette source de pouvoir. Mais la balle frappe la surface de la statue comme si elle était faite d'acier, ricochant sans causer de dommages. « Ce n'est pas si simple », crie Lucas, alors qu'il essaie de lancer un sort pour stopper l'avancée du portail. Le sol de l'entrepôt commence à trembler violemment et une énergie surnaturelle parcourt l'environnement, faisant vibrer les murs et pulsant l'air avec de l'électricité. La fissure dans le sol s'élargit rapidement, comme si elle était déchirée par des forces invisibles. Derek et Lucas échangent un regard rapide, conscients que le temps s'épuise. « Nous devons arrêter cela maintenant », crie Lucas, tout en cherchant frénétiquement dans son sac un objet qui pourrait contenir l'avancée du rituel. Ses mains tremblent en trouvant une petite boîte en bois, où il garde un ancien amulette qu'il a récupéré d'une église il y a des mois, une relique consacrée qui pourrait repousser le pouvoir démoniaque. Derek, pour sa part, garde son attention sur la femme possédée, qui flotte maintenant légèrement au-dessus du sol, ses yeux brillants d'un rouge intense, irradiant une pure malice. « Tu ne vas pas gagner », murmure-t-il, sa voix pleine de détermination. Avec l'amulette en main, Lucas s'approche du cercle rituel pendant que Derek se positionne devant la femme, prêt à l'attaquer. L'environnement semble vibrer à mesure que l'énergie démoniaque dans l'air s'intensifie, créant une pression presque insupportable. « Derek, j'ai besoin que tu me couvres pendant que je fais ça », crie Lucas. Derek comprend l'urgence et, sans hésiter, s'avance pour distraire la femme possédée. Il sort son couteau consacré et essaie d'attaquer directement, mais il est projeté en arrière par une force invisible avant d'avoir pu s'approcher. Il se relève rapidement, ressentant l'impact, mais refuse de reculer. Pendant ce temps, Lucas s'agenouille au centre du cercle, positionnant l'amulette sur les marques au sol. Il commence à réciter un ancien exorcisme, chaque mot chargé de l'intention de dissiper l'énergie maléfique. L'amulette commence à briller d'une lumière dorée, contrastant avec l'éclat rouge qui émane de la femme possédée et de la fissure au sol. La femme pousse un cri horrible, déformé, alors que l'amulette de Lucas semble commencer à affaiblir le pouvoir qui la contrôle. Les mots qu'elle prononce dans une langue ancienne commencent à perdre de leur force, et la fissure au sol cesse de s'élargir pendant un moment. « Ça fonctionne !» s'exclame Lucas, mais il sait qu'il a besoin de plus de temps. Derek, réalisant l'ouverture, charge à nouveau vers la femme. Cette fois, il parvient à s'approcher suffisamment pour presser la lame consacrée contre son corps. Au moment où le couteau touche sa peau, il y a un éclat intense, et la femme pousse un cri assourdissant, tandis qu'une onde de choc se propage dans l'entrepôt. Pendant un bref instant, il semble que le rituel ait été interrompu. Le sol cesse de trembler et la fissure commence à se refermer lentement. La lumière rouge dans les yeux de la femme s'éteint et elle s'effondre au sol, inconsciente. Derek et Lucas s'approchent, respirant lourdement, essayant encore de traiter ce qui vient de se passer. « On a réussi ?» demande Derek, la voix rauque, regardant Lucas, qui est épuisé, mais tient fermement l'amulette. Lucas regarde autour de lui, observant le silence soudain et l'absence de toute activité surnaturelle. « Pour l'instant, oui, répond-il, mais sa voix porte une prudence. Mais quelque chose ne va toujours pas. J'ai l'impression que ce n'était que le début. » Avant qu'il ne puisse se détendre, un des cultistes qui était resté caché se lève soudainement et court vers la statue démoniaque, tenant un poignard rituel. « Vous avez peut-être arrêté l'invocation, mais le portail est toujours ouvert, » crie-t-il, avec des yeux ardents. Derek réagit rapidement, tirant sur le cultiste avant qu'il ne puisse terminer ce qu'il était sur le point de faire. Le corps de l'homme tombe au sol, mais ces mots laissent une sensation d'inquiétude dans l'air. Lucas s'approche de la statue, l'examinant attentivement. Bien que le rituel ait été interrompu, le portail était partiellement ouvert, et il savait que, s'il ne le fermait pas complètement, une autre tentative pourrait être faite. « Nous devons détruire ça une bonne fois pour toutes, dit-il, tout en examinant les symboles et les marques autour de la statue. « Comment ?» demande Derek, toujours sur ses gardes. « Il y a un moyen, répond Lucas, mais ce sera dangereux. Nous devons réaliser un contre-rituel, quelque chose qui brûle tout vestige de l'invocation et ferme le portail pour de bon. »
Derek acquiesce, sans hésiter. Terminons-en. Lucas se prépare, rassemblant les composants nécessaires pour le contre-rituel. Il dessine de nouveaux symboles autour de la statue, utilisant du sel et des cendres, tandis que Derek surveille l'entrée de l'entrepôt, attentif à tout signe de danger. Le processus est méticuleux et exige une concentration totale. Les mots que Lucas prononce sont graves, dans une langue que seul lui comprend. Au fur et à mesure que le rituel avance, la statue commence à vibrer légèrement, comme si elle luttait contre la force que Lucas invoque. L'éclat rouge réapparaît, mais cette fois, au lieu d'irradier du pouvoir, il semble être aspiré à l'intérieur de la statue. L'air autour d'eux devient tendu, comme si la réalité elle-même était sur le point de se déchirer. « Ça fonctionne !» s'exclame Lucas, sa voix chargée d'effort. Mais le succès a un coût. L'entrepôt commence à s'effondrer autour d'eux, avec des morceaux de plafond tombant et les murs se fissurant. Derek court vers Lucas, prêt à le sortir de là, dès que le rituel se terminera. « Vite, Lucas, nous devons sortir d'ici !» Au moment où Lucas prononce les dernières paroles, la statue émet un dernier éclat de lumière rouge et se désintègre en poussière. Le portail se ferme complètement et l'énergie qui remplissait l'air disparaît d'un coup, ne laissant que le bruit de l'effondrement imminent de l'entrepôt. Derek tire Lucas hors de l'entrepôt au dernier moment, alors que la structure s'effondre derrière eux. Tous deux tombent au sol à l'extérieur, épuisés mais soulagés. « On a réussi !» murmure Derek, respirant lourdement. Lucas, allongé au sol à côté de lui, ferme les yeux un instant. « Oui, mais quelque chose me dit que ce n'est pas la fin. Quiconque a commencé cela est encore dehors. » Derek et Lucas restent allongés sur le sol pendant quelques instants, haletants, tandis que le bruit des décombres de l'entrepôt s'effondrant résonne au loin. L'aube peint l'horizon de Clayton d'une lumière pâle et incertaine, comme si la ville aussi reprenait son souffle après une nuit terrifiante. Bien que le portail ait été fermé et que la statue ait été détruite, tous deux sentent que cette victoire n'est que temporaire. « Ce n'est pas fini », dit Lucas, brisant le silence alors qu'il se lève, secouant la poussière de sa veste. Ce n'était qu'un élément d'un jeu bien plus vaste. Derek se lève à ses côtés, le regard durci, observant la dévastation autour d'eux. Nous devons découvrir qui est derrière ça. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Alors qu'ils s'éloignent de l'entrepôt, l'esprit de Lucas travaille sans relâche, essayant de relier les pièces de ce puzzle. Il sait qu'il y a quelque chose de bien plus grand en jeu que de simples cultistes essayant d'ouvrir des portails. Cette secte n'était pas une menace isolée. Elle était liée à quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien et de dangereux. Sur le chemin du retour à l'hôtel, les frères discutent de la prochaine étape. Lucas décide que la clé pour comprendre tout cela réside dans des documents anciens et des textes occultes, et qu'il doit plonger plus profondément dans les origines de ces rituels. Pendant ce temps, Derek veut enquêter directement sur les personnes impliquées, les cultistes, les disparitions et surtout, toute direction qui pourrait être derrière tout cela. De retour dans leur chambre d'hôtel, l'environnement est silencieux et encore plus oppressant à la lumière du jour. Lucas s'assoit à la table avec son ordinateur portable ouvert, fouillant dans des forums obscurs et des archives anciennes. Derek, quant à lui, commence à appeler ses contacts, essayant de rassembler des informations sur Gary Hoffman, le mystérieux passager du vol et ses éventuels complices. Après des heures de recherche, Lucas finit par trouver quelque chose. Il découvre un ancien grimoire décrivant des rituels très similaires à ceux qu'ils ont observés. Des rituels destinés à ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Le grimoire parle d'une secte secrète qui croit en l'éveil des anciens. Une entité capable de traverser les dimensions et de soumettre l'humanité. Ce n'est pas juste une question de portail, Derek, dit Lucas, sa voix grave. Ils essayent d'invoquer quelque chose de bien plus puissant. Quelque chose qui rend tout ce que nous avons déjà affronté insignifiant. Derek s'approche de la table, les yeux fixés sur les pages que Lucas a trouvées. Que veulent-ils ? Destruction, répond Lucas, et contrôle. S'ils réussissent à faire venir cette entité dans notre plan, toute l'humanité sera en danger. Le bruit de pas dans le couloir de l'hôtel interrompt la conversation des frères. Ils se tournent tous deux vers la porte, leurs instincts en alerte.
Derek fait un geste rapide pour que Lucas se prépare, tandis qu'il s'approche de la porte avec précaution, une main ferme sur son arme. Un léger coup résonne à la porte, suivi d'une voix basse. « Il vaut mieux que vous ouvriez. Vous n'avez pas beaucoup de temps. » Derek ouvre la porte brutalement, révélant un homme à l'apparence vieillie, mais avec des yeux froids et intenses. Il porte un costume froissé, ce qui indique qu'il a couru ou fuyait quelque chose. « Je suis Thomas. Je sais ce que vous affrontez. »« Comment savez-vous qui nous sommes ?» demande Derek, sans baisser la garde. « Je suis l'un des rares encore en vie pour raconter l'histoire, » répond Thomas, sa voix empreinte de gravité. « J'ai aussi été partie de cela, mais je suis parti avant que les choses ne deviennent incontrôlables. » Thomas entre dans la chambre sans demander la permission et s'assoit sur la chaise la plus proche, comme si porter le poids d'un secret depuis trop longtemps avait épuisé son énergie. Gary Hoffman, il n'est qu'une pièce. Les vrais acteurs se cachent dans l'ombre, commandant tout. Lucas ferme son ordinateur portable et s'assoit à côté de Derek, qui reste debout, observant Thomas. Qui sont ces acteurs? Et pourquoi ouvrent-ils ces portails? Ce qu'ils veulent n'est pas seulement le pouvoir, commence Thomas, la voix presque un murmure. Ils croient qu'ils restaurent l'ordre naturel. Ils adorent une entité appelée Hiruzen, un être interdimensionnel qui leur promet un endroit de pouvoir dans le nouveau monde qui viendra après son arrivée. Lucas échangeait un regard inquiet avec Derek. Et ce culte, où se trouve-t-il maintenant? Thomas pousse un profond soupir, la fatigue dans ses yeux évidente. Ils sont partout, éparpillés, attendant le bon moment pour agir. Mais leur noyau est ailleurs. Vous devez aller à Crofton, au Kansas. Là, vous trouverez des réponses, ou peut-être plus de questions. La tension dans la chambre d'hôtel est palpable. Thomas reste assis, les épaules affaissées, comme si porter le fardeau de sa connaissance avait drainé ses forces. Derek l'observe avec attention, essayant de discerner s'il peut faire confiance à l'homme. Lucas, quant à lui, est plus intéressé par les informations qu'il a apportées. Crofton, Kansas, est le prochain point sur le chemin de ce mystère, et la perspective d'y aller laisse les deux frères en alerte. Crofton, alors, Lucas brise le silence, massant sa tempe comme s'il tentait de traiter les données dans son esprit. Quelle est la connexion avec Hiruzen là-bas? Thomas le regarde, ses yeux fatigués se plissant légèrement. C'est là que se trouve la source. Crofton est l'endroit où le culte central a commencé ses activités. Ils ont un endroit, un ancien sanctuaire, quelque chose qui date de bien avant les fondations de la ville. C'est là que vous trouverez les réponses et, peut-être, la chance d'arrêter cela une bonne fois pour toutes. Derek croise les bras, encore sceptique. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous dites-vous cela après tout ce temps? Thomas se penche en arrière dans la chaise, comme s'il pesait ses mots. Vous avez tous les deux une chance. J'ai vu beaucoup de gens essayer et échouer, mais vous avez un type de force différent. Quelque chose qui me fait croire que vous pouvez affronter ce qui vient ensuite. Lucas regarde Derek, considérant clairement la prochaine étape. Nous devons agir vite. S'ils sont vraiment si près d'invoquer Hiruzen, nous ne pouvons pas perdre de temps. Derek hoche lentement la tête, gardant toujours les yeux fixés sur Thomas. Allons à Crofton. Mais si nous marchons vers un piège, sachez que nous n'hésiterons pas à nous défendre. Nous avons déjà eu affaire à des menteurs. Thomas ne s'est pas laissé abattre. Je sais de quoi vous êtes capable. Faites juste attention, le culte fera tout pour vous arrêter. Et si Hiruzen se manifeste, il sera trop tard. Alors que Thomas quittait la chambre, un silence tendu est resté entre les frères. Derek et Lucas, maintenant seuls, savaient que le temps s'écoulait. 2 jours plus tard, ils se trouvaient à conduire sur les routes désertes du Kansas, le ciel gris reflétant le climat d'incertitude qui pesait sur eux. Le moteur de la voiture ronronnait doucement, tandis que Derek conduisait en silence, ses pensées fixées sur ce qu'il trouverait à Crofton. À ses côtés, Lucas lisait les notes qu'il avait prises lors des dernières heures de recherche. Ce fameux sanctuaire, s'il existe vraiment, doit être ancien, dit Lucas, fermant son carnet. Il y a des mentions vagues sur des lieux de culte dans cette région, tout liés à des rituels obscurs et des sacrifices humains. Derek gardait les yeux sur la route, mais son froncement de sourcils indiquait qu'il absorbait chaque détail. Si le culte opère là-bas,
nous devrons être prêts à tout. Crofton apparut au loin, une petite ville tranquille qui, à première vue, semblait inoffensive. Les rues étaient presque désertes, à l'exception de quelques habitants qui marchaient lentement, leurs expressions vides. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cet endroit, une sensation d'isolement, comme si le temps s'y était arrêté. Ils ont garé la voiture devant une vieille restauration rapide qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Le panneau clignotait de manière intermittente et les fenêtres étaient couvertes de poussière. Derek et Lucas sont sortis de la voiture, sentant le vent froid sur leur visage. « Essayons de chercher des indices discrètement », dit Derek en ajustant sa veste. « Nous ne voulons pas attirer l'attention avant de découvrir où se trouve ce sanctuaire. » Lucas acquiesça, observant les alentours. « J'ai une drôle de sensation à propos de cet endroit. » En entrant dans la restauration rapide, la cloche à la porte tinta de manière sinistre. L'endroit était presque vide, à l'exception d'un vieil homme derrière le comptoir, qui semblait les observer depuis le moment où ils avaient franchi la porte. Derek commanda 2 cafés, essayant de paraître décontracté, tandis que Lucas regardait discrètement autour de lui. « Vous êtes nouveau ici ?» dit l'homme d'une voix rauque et traînante. Son regard était perçant, comme s'il essayait de lire plus que les mots qu'il disait. « Nous sommes de passage », répondit Derek, sans quitter son regard. « Nous découvrons l'intérieur du Kansas, un endroit calme ici. » L'homme esquissa un sourire tordu qui n'atteignait pas ses yeux. « Trop calme, parfois. » Lucas remarqua une vieille photo accrochée au mur, montrant une célébration locale datant de plusieurs décennies. Au fond de la photo, une construction ancienne et détériorée était presque imperceptible. Il s'approcha pour voir de plus près, et en observant les détails, il ressentit un frisson dans le dos. « Derek, viens voir ça. » Lorsque Derek s'approcha, il vit ce que Lucas avait remarqué. La construction sur la photo semblait être un temple ou une structure religieuse. Bien que usés par le temps, des symboles étaient gravés sur les murs qui semblaient familiers. Des symboles que Lucas avait reconnus dans les textes sur Hiruzen. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il les regarda avec une intensité sombre avant de murmurer, presque comme un avertissement. « Mieux vaut ne pas toucher à ce qui est enterré. » Derek, toujours direct, appuya ses mains sur le comptoir, se penchant légèrement en avant. « Et si nous n'avons pas le choix ?» Le silence dans la restauration devint plus dense, et la tension était palpable. Derek et Lucas sentirent le changement dans l'atmosphère de la restauration. Les mots du vieux résonnaient dans l'esprit des deux, comme un avertissement sombre sur ce qui les attendait à Crofton. Cet endroit, le temple de la photo, était le prochain pas. Mais ils savaient qu'ils étaient observés. La présence oppressante de cet homme indiquait que le culte était conscient de leur arrivée, et les options d'agir discrètement s'épuisaient. « Nous devons trouver cet endroit », murmura Lucas à Derek, tandis qu'ils sortaient tous deux de la restauration. « Je sais », répondit Derek en regardant autour de lui, se sentant encerclé par la ville elle-même. « Mais ils savent que nous sommes ici. Nous devons être prêts à ce qui vient. » Les frères se dirigèrent vers la voiture, tandis que Lucas commençait à tracer le prochain mouvement. La photo montrait une structure ancienne, cachée dans les environs de la ville. Ils savaient que ce ne serait pas facile de la trouver sans attirer l'attention, mais ils devaient essayer. Quand ils arrivèrent au lieu indiqué par les indices, la ville était laissée derrière. Les routes de terre devenaient plus sinueuses, l'horizon se resserrant au milieu de champs vides et d'arbres morts, dont les ombres semblaient danser sous la lumière terne du crépuscule. La sensation d'approcher du centre du mystère grandissait à chaque kilomètre. « Nous sommes proches », dit Lucas en consultant une vieille carte qu'il avait trouvée lors de ses recherches. Au loin, une construction usée émergea parmi les arbres, sa forme irrégulière se détachant contre le ciel décoloré. C'était le sanctuaire. L'architecture semblait plus ancienne que la ville elle-même, avec des symboles gravés sur les pierres, corrodés par le temps, mais encore assez visibles pour que Lucas sache qu'ils étaient au bon endroit. Derek sortit de la voiture en premier, avançant prudemment tandis que ses instincts de chasseur le guidaient. Lucas le suivit de près, les deux attentifs à tout mouvement autour d'eux. Le silence de l'endroit était étrange, comme si même la nature avait été bannie de cette zone.
Il n'y a pas de retour possible maintenant, commenta Derek, ses yeux fixés sur la porte principale du sanctuaire. Lorsqu'ils entrèrent, l'air était lourd, chargé d'une énergie maligne. L'intérieur de la structure était encore plus perturbant. Le plafond haut et voûté semblait déformer le son de leurs pas, tandis que les symboles sur les murs racontaient une ancienne histoire de sacrifice et d'invocation. Au centre du sanctuaire, une plateforme circulaire marquait l'endroit exact où les cultistes réaliseraient le rituel d'invocation. Lucas reconnut les marques au sol comme un cercle d'invocation gravé avec des runes anciennes. « Il s'apprête à réaliser le rituel », murmura-t-il en pointant du doigt le cercle. Derek sortit son arme, son expression se durcissant. « Alors, nous allons les interrompre. » Alors que le crépuscule se transformait en nuit, les cultistes commencèrent à apparaître. Ils se déplaçaient en silence, comme des ombres, prenant leur position autour du cercle d'invocation. Derek et Lucas se cachèrent entre les colonnes de pierre, observant les mouvements de la secte. Le leader des cultistes, une figure grande et encapuchonnée, se positionna au centre. Il commença à entonner des mots dans une langue que même Lucas n'avait pas trouvée dans ses études. L'atmosphère autour du sanctuaire semblait vibrer d'une énergie sinistre et croissante, comme si les murs eux-mêmes répondaient à l'appel. « Le rituel commence », murmura Lucas, son cœur s'accélérant. « S'il termine, nous ne pourrons plus arrêter Hiruzen. »« Nous ne laisserons pas cela se produire », répondit Derek avec détermination dans la voix. « Nous allons les attaquer lorsqu'ils seront vulnérables. » Alors que le leader intensifiait ses paroles, la température à l'intérieur du sanctuaire commença à chuter drastiquement, et une brume noire commença à émaner du cercle au sol. Les cultistes levèrent les mains, leurs visages illuminés par l'obscurité croissante, comme s'ils étaient au bord d'un extase. Derek et Lucas savaient qu'ils ne pouvaient plus attendre. D'un geste rapide, Derek sortit de sa cachette, ouvrant le feu contre les cultistes. Lucas le suivit de près, murmurant une incantation protectrice qu'il avait mémorisée d'un des textes anciens. Le chaos s'empara du sanctuaire, tandis que les cultistes tentaient de se défendre, mais la distraction suffisait à Derek pour s'approcher du leader. Derek se tenait sur le corps du leader tombé, respirant lourdement. Lucas, encore sous l'effet de l'adrénaline, s'approcha. « C'était de justesse », dit-il en regardant autour de lui pour s'assurer que le reste des cultistes ne serait plus une menace. « Mais ce n'est pas fini », répondit Derek, regardant le cercle d'invocation désormais silencieux. « Cette chose est loin d'être détruite. » Lucas acquiesça. Il savait que le sanctuaire et le culte à Crofton n'étaient qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Le nom d'Hiruzen résonnait encore dans son esprit, une menace qui ne pouvait être oubliée.